Quand je me suis effondrée au travail, les médecins ont appelé mes parents. Ils ne sont jamais venus. 3 jours plus tard, toujours branché à des machines, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu ce qu'ils avaient fait. À la place, le visage souriant de ma sœur m'avait identifié sur une photo. Journée en famille sans les drames. La légende me brûlait plus que la perfusion dans mon bras. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé les « j'aime » augmenter, me demandant à quel moment la famille avait cessé de signifier l'amour pour devenir une performance. Puis, 4 jours plus tard, 74 appels manqués sont apparus sur mon écran et un message de mon père: « Nous avons besoin de toi. » C'est là que tout a changé, mais pas de la manière dont il s'y attendait. J'avais l'habitude de croire que l'épuisement faisait simplement partie du fait d'être quelqu'un de fiable. Chez Ecotech Solutions, les délais étaient serrés, les projets infinis. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours celle qui restait tard, celle qui faisait en sorte que les choses se fassent. Mes collègues disaient que j'avais une discipline qui leur faisait peur. Ils ne savaient pas que ce n'était pas de l'ambition, c'était de la survie. Parce que chaque heure que je travaillais n'était pas seulement pour moi. C'était pour les gens qui attendaient à la maison d'être secourus, encore une fois. Mon père, Michel, était au chômage depuis la crise économique. Il appelait ça temporaire, mais ces temps semblaient permanents. Ma mère, Hélène, disait qu'il avait juste besoin de temps, mais ce dont il avait vraiment besoin, c'était du salaire de quelqu'un d'autre. Le mien. Ma sœur Manon, l'influenceuse de notre famille, lançait toujours quelque chose de nouveau. Une marque de bien-être, un podcast, une ligne de bougies. Chaque projet échouait plus vite que le précédent. Mon soutien se manifestait souvent par des virements rapides libellés, aide, ou, juste pour ce mois-ci. Et Léa, la plus jeune, encore en école de design, aimait jouer les médiatrices. Elle ne se disputait jamais. Elle empruntait simplement en silence et oubliait bruyamment. De l'extérieur, nous avions l'air parfait. Une famille souriante sur les photos de vacances, avec des pulls assortis et des rires forcés. En ligne, Manon nous appelait les « Martin », la preuve que l'amour est tout. Elle a publié ça juste après que j'ai payé l'assurance voiture de maman et couvert les pénalités de retard du prêt immobilier. Apparemment, l'amour avait un solde dû. Papy Joseph était le seul à voir clair dans leur jeu. Il avait été comptable dans un cabinet d'avocats pendant 40 ans et savait lire les gens comme des feuilles de calcul. On ne peut pas auditer l'amour, m'avait-il dit un jour. Mais tu sauras quand les chiffres ne colleront plus. Il m'avait averti gentiment que mes parents avaient commencé à me voir comme leur plan de secours. Je ne voulais pas le croire. J'ai été élevée en pensant que la loyauté arrangeait tout. Alors, j'ai continué à arranger les choses. J'ai payé ce que je n'aurais pas dû, j'ai souri quand je n'aurais pas dû. La vérité, c'est que j'avais peur d'arrêter. Peur que si je disais non, il me montrerait enfin ce que valait réellement l'amour. La nuit avant mon effondrement, j'étais encore au bureau à 22h, fixant des plans sur lesquels je ne pouvais même pas me concentrer. Ma poitrine était serrée depuis des semaines, ma vision s'estompait sur les côtés. Je pensais que c'était le stress. Ce n'était pas le cas. Mais même à ce moment-là, alors que je rangeais mon ordinateur portable, mon téléphone a vibré avec un texto de Manon. « Tu peux couvrir mon loyer ? Promis, je te rembourse le mois prochain. » J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée, puis j'ai réécrit. Bien sûr. C'était le dernier message que j'ai envoyé avant que le sol ne vienne à ma rencontre. Les lumières de l'hôpital étaient trop blanches, trop propres, comme si elles essayaient d'effacer ce qui s'était passé. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était flou, les dalles du plafond, les tubes de la perfusion, l'infirmière qui me demandait si je savais où j'étais. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'essayais encore de me souvenir de quel jour on était. Mon téléphone était éteint. Ma poitrine me faisait mal. Le moniteur à côté de moi bipait doucement, marquant le rythme de quelque chose de fragile en moi. Quand un médecin a finalement expliqué, sa voix était calme mais distante. Événement cardiaque. Vous avez eu de la chance que votre collègue ait agi vite. Chanceuse. Ce mot m'a piqué. Parce que la chance ne devrait pas être ce qui me maintenait en vie. L'amour aurait dû le faire. Ils m'ont dit qu'ils avaient appelé mes contacts d'urgence,
mes parents, mais que personne n'avait répondu. Nous avons laissé plusieurs messages, a ajouté l'infirmière avec précaution, comme si elle avait peur que la vérité fasse plus mal que l'aiguille de la perfusion dans mon bras. Les heures ont passé. Pas d'appel, pas de visite, rien. J'ai regardé la lumière du soleil ramper sur le mur jusqu'à ce qu'elle disparaisse à nouveau. Le 3e jour, l'infirmière est arrivée avec mon téléphone, entièrement chargé. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, mais je l'ai fait. La première chose que j'ai vue n'était pas un appel manqué ou un texto. C'était une notification. Vous avez été identifié dans une publication par un compte officiel. Mes doigts tremblaient en appuyant dessus. L'image s'est chargée lentement, la lumière du soleil, l'eau d'un lac. Ma famille souriant autour d'une table de pique-nique. Ma mère tenant sa quiche. Mon père, une bière à la main. Léa faisant des signes de paix à côté de Manon, dont la légende brillait sous leur visage parfait. Journée en famille sans les drames. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Le bip du moniteur s'est accéléré, suivant mon pouls. L'ironie était presque poétique. Il m'avait effacé tout en prétendant célébrer la famille. J'ai zoomé sur leur visage, souriant, détendu, insouciant. Personne n'avait l'air coupable. Personne n'avait l'air de sentir mon absence. Une infirmière est passée et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit, non, je pense que j'ai eu ma dose. Je n'ai pas commenté, pas appelé, pas même envoyé de message. J'ai juste fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'assombrisse et que mon reflet me regarde, pâle, fatigué, mais soudainement calme. Ce genre de calme qui ne vient pas de la paix. Il vient de la clarté. Le 4e jour, j'ai recommencé à marcher, lentement et de manière instable, traînant le pied à perfusion comme une seconde ombre. Le médecin a dit que la guérison prendrait des semaines. Il ne savait pas que ce ne serait pas seulement mon cœur qui aurait besoin de guérir. Puis un matin, mon téléphone a vibré sans arrêt. 74 appels manqués. Un texto de papa. Nous avons besoin de toi. Réponds immédiatement. Pas de « comment vas-tu ?» Pas d'excuses, juste l'urgence. Un ordre. La panique. Je l'ai lu une fois. Puis une autre fois, l'absurdité m'a presque fait rire. Ils m'avaient ignoré quand j'avais le plus besoin d'eux. Et maintenant, ils exigeaient que je les sauve. Mais je n'ai pas rappelé. Pas cette fois. Au lieu de cela, j'ai fait défiler jusqu'à un autre contact. Papy Joseph. Mon pouce a survolé son nom, le seul qui signifiait encore la sécurité. Quand j'ai appuyé sur appeler, il a répondu à la 2e sonnerie. J'ai entendu, a-t-il dit doucement. Tu n'as pas besoin d'expliquer. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me parlait comme si j'avais de l'importance. Papy Joseph est arrivé 40 minutes plus tard, portant toujours son vieux coupe-vent marron et cette expression qui ne laissait jamais rien paraître. Il ne m'a pas prise dans ses bras. Il n'a jamais été du genre à faire des câlins. Mais il s'est assis à côté de mon lit d'hôpital comme s'il avait fait ça toute sa vie. Alors, a-t-il dit en jetant un coup d'œil au moniteur à côté de moi. Ils t'ont finalement brisé, hein? J'ai à peine souri. On dirait bien. Il n'a pas demandé de détails. Il savait déjà. C'était sa manière d'être. Une compréhension silencieuse et chirurgicale. Il est resté toute la journée, parlant à mon infirmière, s'assurant que ma mutuelle couvrait ce qu'elle devait. Quand l'employé de la facturation a mentionné quelques soldes impayés, il n'a pas bronché. Il a sorti sa tablette et a commencé à taper. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je fais l'inventaire », a-t-il dit. Avant de commencer à couper les ponts, tu dois savoir où ils mènent tous. Nous avons tout passé en revue. Mes comptes courants, mes virements automatiques, les paiements d'assurance auto, les cartes de crédit jointes. L'estomac s'est retourné à mesure que la liste s'allongeait. Chaque semaine, de l'argent quittait mon compte comme une lente hémorragie, le prêt de Manon, le loyer de Léa, la voiture de maman, même une facture d'électricité à mon nom pour une maison où je n'avais pas vécu depuis l'université. Comment ai-je laissé faire ça, ai-je murmuré. Tu pensais que c'était de l'amour, a-t-il dit simplement. Il pensait que c'était une obligation. Des maths différentes. Cette nuit-là,
tandis que les machines bourdonnaient et que l'hôpital devenait silencieux, Papy Joseph m'a montré comment les couper, un par un. Non par dépit, mais par instinct de survie. Il a créé une feuille de calcul, a noté chaque paiement récurrent et me l'a tendu comme une carte pour sortir de l'enfer. Demain, a-t-il dit, on commence par la banque. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je continuais à voir cette photo, leur sourire, la lumière du soleil, et à entendre le faible bip du moniteur comme un compte à rebours. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque depuis l'hôpital. L'employé a reconnu ma voix. J'avais été la cliente fiable pendant des années. À midi, les virements automatiques avaient disparu. Le compte de Manon, annulé. Le virement pour le loyer de Léa, arrêté. L'assurance de maman, supprimée. Chaque clic était comme une bouffée d'air frais. Le soir, le téléphone a commencé à vibrer. Premier texto de maman. Nous venons d'apprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Puis Léa. On peut parler? C'est un malentendu. Je les ai tous ignorés. Papy Joseph était assis à côté de moi, lisant le journal, faisant semblant de ne pas regarder. Tu te sens déjà coupable, a-t-il finalement demandé. Ouais, ai-je admis. Un peu. Ça passera, a-t-il dit en pliant le journal. La culpabilité, c'est l'impôt que les gens bien paient avant la liberté. Le jour suivant, j'ai quitté l'hôpital. Papy Joseph m'a ramené chez moi. Mon appartement à Lyon me semblait plus petit que dans mon souvenir, comme si les murs écoutaient. J'ai mis mon téléphone en silencieux, je l'ai débranché et j'ai regardé par la fenêtre pendant un long moment. Puis une vibration. Un autre message de papa. C'est sérieux. Appelle-moi maintenant. Tout est en train de s'effondrer. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Ils avaient pris mon silence pour une reddition. Ils ne savaient pas que le silence était le son de ma reprise de contrôle. 2 jours plus tard, j'étais de retour chez Papy Joseph à Annecy, une petite maison de plain-pied qui sentait légèrement le café et le vieux bois. Il avait débarrassé la table de la salle à manger, étalant des dossiers comme un général se préparant à la guerre. Le soleil de l'après-midi tombait en biais sur des piles de papier, des historiques de paiement, des relevés de comptes, des lettres d'assurance, mes empreintes financières sur des années de complaisance silencieuse. Chaque histoire laisse une trace écrite, a-t-il dit. La tienne se trouve être en euros. Il n'avait pas tort. Quand nous avons terminé, le tableau était clair. Je ne les avais pas seulement aidés. J'avais financé l'illusion de leur stabilité. Sans mes revenus, tout ce qu'ils avaient construit, l'image, le confort, le contrôle, s'effondrerait. Et c'est ce qui s'est passé. Les appels ont doublé. Ma messagerie vocale s'est remplie de la voix prudente de ma mère. Douce en surface, acérée en dessous. Chloé, ma chérie, nous ne savions pas que tu étais à l'hôpital. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Puis plus doucement, presque un murmure. Ton père s'inquiète à nouveau pour le prêt immobilier. Inquiet, pas désolé. Les textos de Manon sont arrivés ensuite. Des captures d'écran de son compte vide, des émojis de pleurs dramatiques, et un message qui disait « Si tu ne règles pas ça, je vais tout perdre ». Je l'ai fixé pendant un long moment avant de répondre par un seul mot, « Bien ». Puis vint la tentative de Léa. « Je ne suis pas comme eux », a-t-elle écrit. « S'il te plaît, ne me punis pas pour leurs erreurs. » J'ai failli rire. Elle avait dit la même chose quand j'avais été sa garante pour son bail l'année dernière. Papy Joseph me regardait faire défiler les messages, le coin de sa bouche tressaillant comme s'il avait déjà vu ce film. Ils n'appellent pas parce qu'ils se soucient de toi, a-t-il dit. Ils appellent parce qu'ils sont acculés. Il avait encore raison. Le lendemain matin, une voiture tournait au ralenti devant mon immeuble. Michel Martin, mon père, assis sur le siège conducteur, fixant ma fenêtre. Il n'a pas texté. Il n'est pas monté. Il a juste attendu, comme un collecteur de dettes attendant une confession. Je ne suis pas descendu. Cet après-midi-là, un nouveau message est arrivé. Tu es sur le point de détruire tout ce que nous avons construit. J'espère que tu comprends les dégâts que tu causes. Tout ce que nous avons construit.
Je l'ai lu 2 fois à voix haute juste pour goûter l'absurdité de la chose. Je l'ai montré à Papy Joseph. Il a juste hoché la tête. Cette phrase en dit plus qu'il ne l'a jamais voulu. Et puis est venue la vidéo. Manon l'a mise en ligne ce soir-là. Une visite lente et émouvante de notre maison d'enfance, maintenant vide. La caméra balayait des murs nus et des cartons éparpillés, sa voix tremblante. Ils ont tout pris, a-t-elle dit. Et devinez qui les a laissés faire ? La vidéo s'est terminée sur une photo de moi souriante, recadrée d'un Noël en famille des années auparavant. La légende, parfois, le sang ne signifie pas la famille. Les commentaires ont explosé. Sympathie, pitié, jugement. Des influenceurs l'ont repartagé. Ma boîte de réception s'est remplie d'inconnus me traitant d'ingrate. Papy Joseph a regardé tout ça en silence, puis s'est levé, a sorti son téléphone de sa poche et a passé 3 appels. En 48 heures, nous avions tous les documents. Les papiers du prêt immobilier, les défauts de paiement, les frais de retard. Ils avaient utilisé l'hypothèque de la maison pour payer les cartes de crédit de Manon et le projet d'entreprise de Léa, un atelier de bougies de créateur qui n'a jamais ouvert. Je n'ai même pas eu à les exposer. Les chiffres l'ont fait pour moi. Pourtant, j'ai déposé la plainte pour fraude. Papy Joseph et son avocat, Maître Klein, ont aidé à préparer une mise en demeure de cesser, pas de contact, pas d'usurpation d'identité, pas de réclamation financière. Nous l'avons envoyé par courrier recommandé, une à chacun d'eux. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec mon téléphone qui vibrait sans relâche. Le visage de Léa illuminait mon écran. Par le Judas, en bas, je la voyais se disputer avec la sécurité de l'immeuble. Elle n'était pas sur la liste des visiteurs autorisés. Je l'ai vue faire les 100 pas dehors, le téléphone à l'oreille, appelant probablement Manon. Je ne suis pas sortie. Plus tard, Papy Joseph est revenu, tenant une épaisse enveloppe Kraft. Ils ont fait quelque chose de stupide, a-t-il dit. À l'intérieur se trouvaient des échanges de mails imprimés entre mes parents et un petit cabinet d'avocats. J'ai parcouru le texte 1 fois, puis 2. Il se renseignait sur une tutelle légale sur moi. J'ai lu l'entête à voix haute. Requête d'urgence pour une mise sous tutelle temporaire. Papy Joseph a soupiré. Ils ont essayé ça avant avec ton oncle il y a des années. Ça n'a pas marché non plus. Mais cette fois, ça aurait pu marcher si je n'avais pas déjà tout transféré dans la fiducie qu'il avait créée. Si mon médecin n'avait pas rédigé des attestations confirmant ma stabilité. Si mon service des ressources humaines n'avait pas envoyé la confirmation que j'étais en congé maladie, pas en cours de licenciement. Au moment où ils ont déposé leur requête, nos documents préventifs avaient déjà atteint le tribunal. Leur demande était morte-née. Pourtant, ils n'ont pas arrêté. Manon a posté à nouveau, cette fois en larmes. Son mascara coulait sur ses joues alors qu'elle parlait à la caméra. La maladie mentale ne ressemble pas toujours à ce que vous attendez, a-t-elle dit. Parfois, les gens que vous aimez vous repoussent. Nous essayons juste de l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Ses abonnés ont inondé les commentaires de sympathie. Je prie pour Chloé à commencer à être en tendance. Mais les réseaux sociaux ont la mémoire courte et la mèche encore plus courte. Quelqu'un a retrouvé son ancienne publication, Journée en famille sans les drames, et l'a juxtaposée à sa vidéo en pleurs. Alors, où était cette inquiétude quand elle était à l'hôpital, disait la légende. Le vent a tourné du jour au lendemain. Des captures d'écran ont fait surface. Les contrats de sponsoring de Manon, ses publications sponsorisées pendant la semaine où j'étais hospitalisée. Ses tweets se moquant des frères et sœurs toxiques. La page Etsy de Léa a été bombardée de commentaires. Les clients du cabinet de courtage de mon père se sont retirés. Même le Facebook de ma mère était rempli d'inconnus exigeant des réponses. Le vendredi, l'empire en ligne de la famille s'était effondré plus vite que leurs finances. Papy Joseph m'a tendu sa tasse de café. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt, a-t-il dit. La vérité s'est débrouillée toute seule. Cette nuit-là, un seul texto est arrivé de ma mère. S'il te plaît, pouvons-nous parler ? Je l'ai fixé pendant un long moment, le pouce planant au-dessus du clavier.
Puis j'ai verrouillé l'écran et je l'ai posé face contre table. De l'autre côté de la pièce, Papy Joseph lisait. Ça va, a-t-il demandé. Ouais, ai-je dit doucement. J'en ai juste fini. Mais non. Le lendemain matin, un coursier a livré une autre enveloppe. Celle-ci ne venait pas de leur avocat. Elle venait de mon père lui-même. Un testament manuscrit. Il l'avait réécrit la semaine après l'échec de la mise sous tutelle. D'une écriture tremblante, il était écrit, en cas de mon décès, tous les biens iront à la famille restante qui maintient l'unité. Chloé est déshéritée jusqu'à ce qu'elle se réconcilie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était la même manipulation, juste enveloppée dans de l'encre formelle. Je l'ai montré à Papy Joseph. Il pense toujours que je veux quelque chose. Il a souri faiblement. Ils ne sont pas habitués à ce que quelqu'un s'en aille avant l'argent. Ce soir-là, j'ai écrit ma réponse finale, pas par texto, pas en ligne, mais par l'intermédiaire de mon avocat. C'était court, précis et final. Je renonce à tous mes droits sur la succession et demande un non-contact permanent. J'ai signé, scellé et tendu l'enveloppe à Papy Joseph. Dépose le lundi, ai-je dit. Il a hoché la tête. Que vas-tu faire maintenant? J'ai regardé vers la fenêtre. Dehors, la pluie se calmait. Je pense que je vais me reposer, ai-je dit. Peut-être quelque part de plus calme. Pour la première fois depuis des années, je le pensais. 2 semaines plus tard, la pluie a finalement cessé. Papy Joseph et moi avons emballé le peu de choses que je tenais à garder, une valise, mon ordinateur portable et quelques photos qui me semblaient encore miennes, et avons roulé vers l'est en direction des Alpes. Il a dit qu'il voulait revoir les montagnes avant l'hiver. Je n'ai pas discuté. J'ai juste regardé l'autoroute défiler. Kilomètre après kilomètre, le monde était enfin silencieux. Le chalet que nous avons loué se trouvait près d'une crête bordée de pins. Pas de bruit, pas de circulation, pas de famille, juste le silence, pur et honnête. Je travaillais à distance pour Ecotech Solutions maintenant, moins d'heures, pas de pression. Mes journées commençaient avec un café noir et se terminaient avec le son du vent grattant le toit. Parfois, je recevais encore des messages, un cousin demandant ce qui s'était vraiment passé, un inconnu disant qu'il avait lu les publications en ligne. Je ne répondais pas. Je n'avais pas besoin de les laisser croire à la version qui leur convenait. Ma vérité n'avait plus besoin de témoins. Papy Joseph s'asseyait près de la fenêtre, journal à la main, faisant semblant de ne pas me regarder respirer plus facilement. « Tu l'as fait », a-t-il dit un matin. « Tu as brisé le cycle. » J'ai souri. Ça m'a juste tout coûté. Il a gloussé doucement. C'est le prix réduit. Et il avait raison. Parce que ce que j'ai gagné valait plus que toutes les excuses, tous les héritages, toutes les photos de famille forcées combinées. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la pourvoyeuse, la réparatrice, ou la fille qui devait tout à tout le monde. J'étais juste Chloé, vivante, indépendante et enfin libre. Je pensais que le silence signifiait la défaite. Que partir était la même chose qu'abandonner. Mais maintenant, je sais que le silence peut être un choix, une frontière, une sorte de paix qui n'a besoin de la permission de personne. Ma famille essaie toujours de me contacter par l'intermédiaire d'autres personnes, testant pour voir si je romprais le silence. Je ne le fais jamais. Certaines histoires n'ont pas besoin de nouveaux chapitres. Elles ont juste besoin de se terminer. Si on vous a déjà traité d'égoïste pour vous être enfin choisi en premier, j'espère que cela vous rappellera que choisir la paix n'est pas une trahison. C'est de la survie. Ils peuvent garder leur publication, leur pitié, leur version de la vérité. Je garderai mon calme, mes rires, ma vie. Si vous avez déjà dû vous éloigner de votre propre sang pour guérir, partagez votre histoire ci-dessous.